Ils s'appellent Ritchie, Baldwin, Smith, Sheen ou encore Douglas, des noms célèbres mondialement connus encore aujourd'hui, en partie grâce à leurs enfants. Des enfants qui ont réussi à relever le défi, celui de se faire un prénom. Charlie, get inside and wash your face. It's past your bedtime. Dad! Mais si outre-Atlantique, marcher sur les traces de parents célèbres est assumé, en France, le sujet demeure encore tabou. Malgré tout, certains ont accepté de nous ouvrir les portes de leur intimité. Alors, comment grandit-on sous les feux des projecteurs? Un patronyme célèbre? Cadeau ou fardeau? Pendant plusieurs mois, nous avons suivi 4 enfants de stars, 4 enfants au parcours et aux aspirations différentes. Voici leur histoire. Nous sommes en Suisse, à Montreux. C'est ici qu'habite Fanny Leb, la fille du célèbre humoriste, acteur et chanteur, Michel Leb. Depuis quelques années, elle tente de se faire un prénom en tant que chanteuse. Aujourd'hui, elle ne va pas prendre un train, mais a rendez-vous dans son studio de musique, situé sur le quai de la gare. Je vais répéter avec mes musiciens pour un concert que j'ai demain. Puis comme vous pouvez le voir, c'est sur un quai de gare. C'est original et c'est comme ça qu'on a aussi créé plein de choses. Savoir pourquoi, je ne sais pas, la magie de la musique, la magie du quai de gare, on ne sait pas. Fanny, 28 ans, s'est lancée dans la musique il y a maintenant 6 ans. Hey! Florian est pianiste. Il a intégré le groupe l'an dernier. Bien et tout. Hello. Et Kenny, guitariste, est là depuis le début. Demain, ils vont jouer dans un bar à 100 km d'ici, à Genève. C'est la dernière répétition avant le concert. Mais avoir du talent et porter un nom célèbre ne suffisent pas pour se faire une place dans la musique. Durant plusieurs années, Fanny a démarché des maisons de disques, mais sans succès. La chanteuse a donc décidé de s'autoproduire. En 2013, elle finance seule la sortie de son premier album. Depuis là que je fais de la musique, j'ai essayé vraiment de me débrouiller toute seule. Je voulais pas forcément utiliser les cartes de mon père parce que sur le peu que je l'ai utilisé, c'est vrai que tout de suite il y a un a priori de la personne. C'est pour ça que je préfère moi-même faire les démarches sans passer par lui. Même s'il me donne 2-3 tuyaux, par exemple pour un auteur ou pour des petites choses comme ça. Mais sinon, je préfère moi-même faire les choses. Le plus gros désavantage, c'est pour toi, c'est mentalement, quoi, de s'affirmer en tant qu'artiste et de pouvoir dire « je l'ai fait sans papa ». Oui, je veux pas j'ai l'étiquette sur mon front de son nom écrit, si tu veux, où il fait tout pour moi. Tu vois, il faut vraiment que je trace ma route moi-même. Tu ne vas pas échapper à ça. Tu seras toujours la fille de ton père. Donc. Oui, je suis très fière d'être sa fille. Si je pouvais avoir la meilleure carrière que lui, moi je dis pas non. Il est bien le daron. Il a kiffé, c'est bien. Il a une belle carrière jusqu'aujourd'hui, c'est vrai. Il a 35 ans, c'est beau quoi. La carrière de Michel Leb a commencé dans les années 70. Il s'est d'abord fait connaître du grand public en tant qu'humoriste pour ses imitations et ses caricatures. Le comédien touche à tout, s'essaye aussi au théâtre, au cinéma, mais aussi dans la musique. À son actif, 8 albums, 17 films, 4 one-man shows et une dizaine de pièces de théâtre. Pour le concert, le groupe va revoir chaque morceau, mais ils vont surtout insister sur son dernier titre, Beat It, que Fanny interprétera pour la première fois en public. Cette chanson lui tient particulièrement à cœur, car elle est inspirée de son expérience personnelle. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quand on est tout jeune, il y a toujours un rejeté à l'école, où il y a toujours un mec qui est la tête de turc, etc. Et en fait, l'idée, c'est plutôt sur l'espoir et de dire à ces gens-là, justement, d'être forts et de fighter contre ça. C'est vrai que quand j'étais gamine, avec mon nom, c'était pas forcément facile. Et les élèves étaient pas très sympas avec moi. Quand on a un papa connu, les enfants sont pas forcément gentils avec toi là-dessus. Et comme il passait souvent à la télé ou ces choses-là, c'est vrai que le lendemain matin, j'avais le droit à toutes les plus grosses crasses du monde.
sur mon père, quoi. Mais voilà, ça renforce et puis ça forge un caractère. Et puis aujourd'hui, je vais pas forcément me laisser faire. Et puis s'il y a des gens qui osent dire quoi que ce soit concernant ma famille, enfin, c'est ce que mon papa, mais je relève même pas, quoi. Je sais qui il est, mon père, je suis très fière de lui et je l'admire et voilà. Point. Comme beaucoup d'enfants de personnalité, Fanny a longtemps souffert des préjugés. Voilà 5 ans qu'elle a quitté Paris, sa ville natale. Si elle a décidé de partir en Suisse, c'est avant tout pour échapper à l'étiquette fille d'eux et évoluer sans le poids du nom de son père. Le fait de me retrouver en Suisse, je sais pas si c'est la mentalité ou pas, je pourrais pas dire, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins le sentiment d'avoir cette pression du nom de mon père, etc., quoi. Même aussi bien les interviews que je peux faire, les gens vont pas forcément me parler justement de mon papa, ils vont me parler de moi et de ma musique. Et ça, c'est très important. Pour se faire connaître du grand public, la chanteuse a participé à l'émission The Voice en 2012. Mais ça n'a pas suffi à faire décoller sa carrière. Percer dans la musique reste très difficile. Et Michel Leb est bien placé pour le savoir. Et depuis le jour où j'ai décidé de faire de la musique, mon père, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours soutenue. On est énormément pour trouver sa place. Il faut essayer de garder son cap. C'est toujours ce qu'il m'a dit, garde ton cap. Et puis, j'ai des gros coups de mou aussi, ça m'arrive, voilà, je me dis, mon Dieu, je remets tout en question. Et sa grande phrase, c'est, il fait Fanny, moi j'ai mis 10 ans à y arriver, et en plus, c'était pas à la même époque. Et persévère. Fanny a grandi dans l'univers artistique de son père. Alors très tôt, elle se passionne pour la musique et réalise qu'elle veut en faire son métier. C'est venu tout naturellement pour moi. Quand j'avais 6 ans, je courais dans les couloirs de l'Olympia, sur les planches, quoi. Et j'adorais cette ambiance-là, j'adorais les coulisses, j'adorais ce qui se passait, j'adorais le fond du son, du public qu'on entend avant que le spectacle commence, les lumières qui s'éteignent, ces espèces de... Voilà, c'est féerique, c'est magique ce qui se passe avec la scène et les gens et le public. Ça m'attirait beaucoup. C'est venu comme si c'est voilà, c'est une évidence. Il faut que je fasse ce métier-là, je me vois pas faire autre chose que ça, quoi. Fanny est encore peu connue du grand public. Pourtant, la scène, elle la pratique depuis longtemps. En 10 ans, la chanteuse s'est déjà produite plus de 600 fois. Et depuis son arrivée en Suisse, elle enchaîne les concerts. Ce soir, Fanny est à la veille de son concert. Elle organise pour l'occasion une petite fête dans son appartement. Oh, va bien. Bien et toi? Super. Salut. Hello. Le pianiste de Paris. Ici, Fanny s'est constituée une nouvelle vie avec de nouveaux amis qui la suivent et la soutiennent depuis le début. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Vraiment, c'est pas de la chanson comme on entend tous les jours. Elle a une voix qui est grave, puissante, bien féminine. Elle a beaucoup évolué depuis, quoi. Enfin, moi, quand je l'avais vue, je devais avoir 18 ans, maintenant j'en ai 28, ça fait 10 ans. Ça faisait 10 ans que je l'avais pas vue, que je l'avais pas entendu chanter. La dernière fois j'étais à un concert, j'étais un peu sur le cul quand même, quoi. Parce que je m'attendais pas, enfin... Je me rappelais de son timbre, je me rappelais de sa manière d'interpréter les morceaux. Mais la maturité, en fait. Elle a pris vachement maturité, et puis c'est bien. J'ai pris une petite claque, et puis j'ai vachement apprécié. Et puis, enfin, elle se cache pas derrière la carrière de son père, quoi. Elle est vraiment authentique, puis elle va réussir, c'est sûr. Parmi les invités, son équipe de musiciens et de techniciens. C'est grâce à eux si aujourd'hui Fanny continue d'exercer sa passion. Ils ont parié sur sa réussite et acceptent de travailler à moindre coût avec des budgets restreints. J'ai une équipe et des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont tendu leurs mains et rien que pour ça, j'ai pas le droit de reculer. C'est pas forcément facile tous les jours, au niveau des cachets, au niveau des trucs, c'est la merde. Il y a forcément des problèmes financiers, donc il n'y a pas tout le monde qui va vous suivre pendant, voilà, et y croire. Donc je vous remercie parce que c'est tellement important, sinon je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps, quoi. Notre rôle du côté technique, c'est toujours de supporter les artistes, et puis on est toujours très content d'être à la base de projets comme le tien. Et puis en même temps, si après on voit que ça porte fruit, on est toujours super content pour l'artiste. C'est capital leur job, c'est un truc de fou, quoi. Sur ce, faudrait presque boire un verre. Même si sa carrière met du temps à décoller, Fanny sait qu'elle peut compter sur une équipe solide qui la soutiendra jusqu'au bout. Hop là. C'est le jour J, il est 15h, départ pour Genève. Des concerts, Fanny en fait en moyenne 5 par mois. Chaque prestation lui rapporte entre 200 et 300 euros. Hop, attention la tête. On se voit à Genève? On se suit, puis
Nickel. À tout. Mais pour que ce métier soit rentable, il faudrait en faire une dizaine par mois. En attendant, elle se débrouille seule et n'hésite pas à faire des petits jobs pour gagner sa vie. Des petits jobs d'hôtesse, des petits extras chez un pote qui a un resto, des trucs comme ça. Bon, je suis aussi chroniqueuse à la radio. C'est pas forcément drôle, quoi. C'est clair que je préférais ne pas avoir à le faire. C'est vrai que j'ai pas mes parents qui me versent tant par mois. Je peux faire, c'est bon, je fais ma musique et voilà. Non. Mon père, il s'est totalement débrouillé tout seul. Donc à partir de ce moment-là, il m'a donné cette éducation-là. Voilà, c'est clair. S'il y a quoi que ce soit, je suis là. Mais tu dois bosser, tu dois travailler, tu dois... Voilà, pour s'en sortir, la vie, c'est pas ça, quoi. Donc comme lui l'a vécu, il m'a appris ça. Vous avez vu l'histoire de Jesse James? Comment il a vécu? Comment il est mort? Dans la famille Leb, Fanny n'est pas la seule à être passionnée de musique. Son frère Tom l'est aussi. Cette chanson, c'est sa dernière création, une reprise du célèbre tube de Serge Gainsbourg qu'elle chante avec lui en duo. J'ai beaucoup de plaisir à l'écouter parce que voilà, ça me rappelle des super bons moments avec Tom et je suis super heureuse de l'avoir fait. Vraiment. Parce qu'on est frères et sœurs et qu'on fait de la musique tous les deux et que c'était sûr qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous les deux. Ce titre, il rêverait de le chanter ensemble sur scène. Ah, c'est où ? 17h, arrivé sur place, l'équipe va installer son matériel avant le show, prévu à 21h. Bonsoir. C'est la première fois que Fanny se produit dans cette salle. Bonsoir. Merci. Et il est cool l'endroit, non? Super sympa. J'aime bien. C'est sympa. Ouais, les gens vont être proches et tout ça, donc ça c'est assez cool, c'est assez intimiste. C'est parfait pour ce qu'on joue. Ouais. 1, 2, et 1. Tu peux avoir de la reverb dans les retours? Mais avant de faire les derniers réglages, la chanteuse part s'installer dans sa loge. Voilà, en fait c'est ici la loge. Oui, alors c'est pas une vraie loge. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est dans cette loge de fortune que Fanny va se préparer. Et pour l'instant, elle prend ça avec le sourire. Donc voilà, bah là, écoute, en l'occurrence, pour chauffer ma voix, il y a une réverb totalement naturelle. Il est 21h, la salle se remplit peu à peu, le concert peut commencer. Ils sont une petite centaine à être venus la voir en concert. Fanny ne manquera pas de faire un compte-rendu de cette soirée quelques jours plus tard à son père. Oh, ben la voilà, cette grande fille. Mais marcher dans les pas de ses parents peut parfois se révéler pour d'autres particulièrement douloureux. Changement de décor, direction Paris dans le très chic 8e arrondissement. Ce matin, Ludovic Chancel, le fils de Sheila, la chanteuse star des années 60s, accompagne sa fiancée pour un essayage de robes chez des créatrices de mode. Sylvie est mannequin, elle va défiler pour leur prochaine collection. Le tout Hollywood se les arrache. Comment ça, ma belle? Tu vas bien? Bien depuis la dernière fois. Salut Ludovic. Paris, New York, Milan. 3 ans que Ludovic partage sa vie avec Sylvie et ils sont inséparables. On est un binôme, quoi. On est vraiment un tandem. L'un va pas sans l'autre. Nous, ça fait longtemps qu'on se connaît, l'un pousse l'autre vers le haut et puis vice-versa. Moi, je sais que Sylvie, sans elle, moi, je suis qu'une moitié de moi-même. Donc voilà. Puis idem pour moi, si j'ai pas mon minute, je peux pas. Il me le faut partout avec moi. On aime bien être ensemble. On fait tout ensemble. T'es sublime dedans, chérie. Ouais. Franchement, elle est magnifique. Elle est de folie, celle-là. Hein. Notre robe phare. La robe phare de la collection. C'est ça, hein? Waouh! Quand je vois ma femme comme ça, je tombe par terre. Quoi? Je tombe par terre.
La demande est faite? La demande est faite, la demande est faite. Il y aura bientôt une date. Mais voilà, mais nous, on tient ça secret, c'est notre petit jardin secret. Voilà. Je pense qu'il faut garder une part de, tu vois, de mystère et surtout de vie privée. Tu vois, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir, étant exposé depuis tout jeune voilà, dans la cour médiatique, par mon statut en tant que fils d'eux. Voilà, aujourd'hui, j'ai envie de garder un petit peu tout ce qui est vie privée et intimité pour moi et essayer de le protéger au maximum parce que c'est super important. Les filles, merci beaucoup de l'accueil. Si Ludovic veut préserver son intimité, c'est parce que toute sa vie, les médias ne l'ont pas épargné. Merci. Et encore plus ces derniers mois, lorsque sa relation avec sa mère, Sheila, s'est transformée en véritable guerre familiale. Déjà depuis de nombreuses années, mère et fils s'entretiennent des rapports tendus. Mais en août 2012, la situation s'envenime. La chanteuse accuse son fils de menaces incessantes et décide de porter plainte. L'affaire fait les gros titres de la presse. Ludovic est placé sous contrôle judiciaire pour harcèlement. Il est mis à l'épreuve pendant 1 an, mais en 2013, le tribunal ajourne sa peine. Aujourd'hui, mère et fils n'ont plus aucun contact et ne se parlent plus que par médias interposés. 16e arrondissement, c'est dans ce luxueux appartement que vivent Ludovic et Sylvie. Chérie, chérie, tu veux un coca? Je prends un café. Tu as vu les dernières photos, je sais ça. Oui, avec. Le couple partage son temps entre Paris et le sud de la France. Et lorsqu'ils viennent ici, c'est pour travailler. Sylvie enchaîne les shootings et les défilés de mode, tandis que Ludovic gère sa marque de vêtements créée il y a 5 ans. Ça, c'est toi, Ninou, petit. Oui. Oh, trop mignon. T'as une petite carotte, quoi. Une vraie petite carotte. Là, c'est mon bébé d'amour petit, voilà, avec sa maman, Sheila, et son papa qui était également chanteur, Ringo. Voilà. Lorsque Sheila rencontre Ringo dans les années 70, elle est alors au sommet de sa carrière. Très vite, ils chantent en duo des titres qui deviendront des tubes planétaires. En 1974, Sheila tombe enceinte. Ludovic devient alors le bébé le plus attendu de France. Et durant toute sa jeunesse, il a été exposé dans les médias aux côtés de sa mère. Nous avons... La reine-mère. Et s'il montre fièrement des photos de Sheila à Sylvie, ça n'a pas toujours été le cas. Vous saviez que c'était le fils de Sheila et de Ringo avant ou pas? Alors, pas du tout. En fait, j'ai découvert tout bêtement que c'était sa maman parce qu'un jour, j'avais mis une chanson, justement, de Sheila. C'était Jolie petite Sheila. Et là, il m'a dit, mais c'est ma mère. Et j'ai dit, non, c'est pas possible. Jolie petite Sheila, ce nom que tu m'as donné. Et puis après, effectivement, vu son physique, j'ai dit, effectivement, t'es bien le fils de ta mère ainsi que de ton père. Parce qu'ils ressemblent aux deux, c'est un truc de ouf. Là, j'ai sa maman, en fait. Vraiment, tout le haut de sa maman. Je trouve que je ressemble aussi beaucoup à mon père. Il y a une photo de... Non, il n'y a pas de photo, non. Il n'y a pas de photo. Ouais. Non. Mais tu sais, mon père, je ne l'ai pas vu beaucoup, donc c'est plus mon géniteur qu'autre chose. Voilà. Quelques mois après sa naissance, Sheila et Ringo divorcent. Ludovic grandit avec sa mère sans son père qu'il ne verra plus. Malgré les absences régulières de sa mère, il garde de bons souvenirs à ses côtés entre Paris et Saint-Tropez. Oui, alors ça, c'était le hobby de ma mère, c'était de me mettre des chapeaux ou des turbans. Alors ça prenait des heures à faire le turban. J'en pouvais plus, mais comme j'étais petit, j'étais trop mimi. Alors elle me disait, bon, ça va mon chéri, tu t'y es contente? Oui maman, pour te faire plaisir maman. Je lui disais tout le temps ça. Alors elle me faisait faire du sport à outrance. Donc elle me disait, ah allez, encore une longueur mon chéri. Oui maman, pour te faire plaisir maman, c'est ce que je disais tout le temps. Là, ce jour-là, tu as vu ta maman la première Ça, fois. c'est la première fois que j'ai vu ma maman au Zénith. Donc, va comprendre devant une foule de 12 000 personnes. Voilà, et que ta maman, elle arrive comme ça, et que le stade se lève, et... ouais, c'est mes chocs de ta vie, quoi. T'as l'impression que ta mère est, en fait, une espèce d'immense secte, tu vois, d'adorateurs. Et tu savais pas, c'est comme si tu avais des milliers de frères, de sœurs, tu vois.
Et en fait, bah, t'as plus ta maman pour toi, quoi. Moi, ce que j'ai mal vécu, si tu veux, c'est après le fait de la partager avec les gens. Quand t'es petite, tu as du mal à comprendre, si tu veux, que ta mère peut donner autant à des gens qu'elle connaît pas. Finalement, elle te donne exactement la même chose, mais simplement, toi, tu as l'impression qu'elle te donne moins qu'aux autres. Ce sentiment de manque d'amour de sa mère, Ludovic en a souffert. À tel point qu'à 17 ans, n'arrivant plus à communiquer avec elle, il quitte la maison familiale. Le jeune homme mène alors une vie de débauche avec excès en tout genre. Drogue, dette et pour s'en sortir, prostitution. Viens, Minou. C'est sa rencontre avec Sylvie qui lui a redonné le goût de vivre et l'envie de reprendre sa vie en main. Pour moi, c'est vraiment, c'est une renaissance, quoi. Complètement. C'est vraiment, si tu veux, moi, il y a un moment donné où je me voyais mort, quoi. Où je me suis dit, bah écoute, à un moment donné, je vais y passer. Puis voilà. Et puis, bah écoute, ça a été un long combat, parce que c'est quand même 10 ans de pratique, tu vois, d'autodestruction derrière toi. Et puis après, un jour, tu as quelqu'un qui croit en toi, qui te donne la force de mener ce combat. Et puis, au fur et à mesure, les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis voilà. C'est du passé. Et c'est vraiment réapprendre le goût de la vie, le goût de vivre la journée, de voir, de profiter, et d'être en paix avec soi-même surtout. Et ça, c'est le principal. C'est bien de fermer des fois un livre et d'en recommencer un autre. C'est ce que tu es en train de faire. Oui. Cette descente aux enfers, Ludovic la dévoile en public lorsqu'il décide de publier une autobiographie choc en 2005. Il y raconte sa terrible vie de fils d'eux et accuse sa mère d'être à l'origine de ses souffrances. Ce livre est un succès, mais il déclenche une guerre ouverte entre Sheila et son fils. Aujourd'hui, Ludovic n'a plus de contact avec sa mère. Pourtant, il a décidé de prendre le même chemin en se lançant dans la musique. Depuis quelques mois, il planche sur l'écriture d'un album. Évidemment, j'ai toujours fait de la musique, voilà, j'ai toujours eu envie de faire du ciné, mais j'avais pas la force de me convaincre que j'avais le talent nécessaire. Souvent, malheureusement, les gens te jugent en tant que fils d'eux. Nous, ça nous met un frein. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on doit être obligé de faire vachement mieux que les autres. Et finalement, ce qui est une chance devient une pression, mais impressionnante, quoi. Quand ta mère a vendu 80 millions d'albums et que toi, t'arrives je me disais non, je suis pas capable, je pense pas être capable de faire ça. Dans cet opus, une chanson sera dédiée à sa mère. Une manière pour lui de se rapprocher d'elle et de renouer le contact. Ça pouvait pas ne pas être normal, de toute manière dans l'album, qu'il n'y ait pas une chanson qui soit dédiée à elle. Parce que, ma mère, en dehors de Sylvie, qui est la femme de ma vie, c'est la deuxième femme de ma vie, quoi. C'est ma maman. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te prendre. Même si on t'a déjà pris beaucoup de choses, mais on peut pas te prendre ça, quoi. Voilà, et ça, c'est important. Cette chanson, c'est pour se réconcilier? Non, c'est pas vraiment une chanson pour se réconcilier, c'est juste une chanson pour dire que je l'aime, c'est tout. Allez, papa, on y va. Si pour certains, avoir un parent célèbre est source de conflits, d'autres au contraire ont su partager leurs parents avec le public. À la porte de Paris, nous sommes au tennis club de Levallois-Perret. Comme souvent, Maxime Lecomte a rendez-vous avec son père, l'ancien champion de tennis Henri Lecomte, pour échanger quelques balles. Un lieu familier pour Maxime, car Henri est président de ce club. Et ici, même la décoration est imprégnée des victoires du père. Mon fils. Salut papa. Oh, papa, regarde. T'as grandi depuis hier. Qu'est-ce que tu regardes là? C'est quelle année ça? Je dirais 93-94 parce que t'as une donnée. C'est pas 91 parce qu'en 91. Mon propre fils, il sait pas. Mais déjà, il sait pas quelle année c'est ça. J'ai honte. Roland, bravo. Ça c'est Roland Garros. 92. J'étais pas si mauvais que ça. Au départ, j'ai dit 93. J'étais pas si mauvais que ça. Non, ça, c'est des bons souvenirs. Des souvenirs de son père sur le terrain, Maxime en a depuis tout petit. À l'âge de 4 ans, dès qu'il en avait l'occasion, il l'accompagnait s'entraîner. Il venait sur le terrain tout le temps.
Moi, je m'entraînais à Roland-Garros avec lui, il se mettait à côté. Il pouvait jouer 1h30, 2 heures, il se mettait sur le siège, il regardait et il bougeait pas. Vraiment un passionné, hein. Même si sa passion pour le tennis se révèle très tôt, Maxime se lance dans la compétition à l'âge de 15 ans, un âge avancé pour pouvoir faire carrière dans ce sport. Et la pression d'être fils d'un grand champion ne l'a pas vraiment encouragé à persévérer. Quand j'arrivais en tournoi, quand j'étais jeune, je connaissais personne sur le tournoi, mais il y avait 20, 30, 40 personnes qui venaient me voir jouer parce que j'étais le fils d'Henri et qui disaient tu devrais. Je perdais ou autre, ils disaient pourquoi tu gagnes pas, tu devrais savoir jouer mieux comme ton père, etc. J'ai dit non. Il y a mon père qui joue et moi je joue après et on est complètement différents. C'est pas parce que mon père est champion que je serai champion à un moment. Et ça c'est une pression qui était qui est vraiment très dure. Maxime c'était dur, il a vécu des moments durs, difficiles. C'est jamais facile d'être le fils d'eux. Parce qu'on veut toujours, on va dire, il va faire comme le père, il va être peut-être mieux que le père. Donc c'est pas facile à gérer aussi. Difficile de dépasser un père avec un palmarès qui en fait l'un des meilleurs joueurs français. Pendant 13 saisons consécutives, il joue pour l'équipe de France. Il atteint la finale de Roland-Garros en 1988 et contribue à la victoire de la France en Coupe Davis en 1991. 5 ans plus tard, le champion de 33 ans prend sa retraite, mais il ne quitte pas pour autant le devant de la scène. Henri devient consultant pour la télévision et continue de jouer sur les circuits de tournois internationaux en senior. Direction le court. Ça va les enfants? Maxime ne sera pas champion de tennis, mais ça ne l'empêche pas de jouer avec son père pour le plaisir. Allez. Voilà, pas plus vite. C'est avec Henri que Maxime a touché ses premières balles. Alors dès qu'ils sont sur le terrain, le champion n'hésite pas à lui donner des conseils pour améliorer sa technique. Relâche le haut. Oui. Et les revers, coup droit. Revers, laisse passer la raquette. Force pas. Descends, 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 pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Voilà. C'est toujours comme ça quand vous jouez ensemble? Ouais, toujours. Toujours parce que c'est un bon prof. Et il veut que je joue bien, donc on fait en sorte que ça fonctionne. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il me dit quelque chose, bizarrement, la balle d'après, je la mets dedans. Mais je m'écoute un peu trop. Donc ça dure 3 frappes. Mais Maxime, il joue bien. Mais Maxime, c'est que... Il est un peu comme moi, il veut mettre des cachous partout, il veut mettre des parpaings dans tous les sens. Mais sinon, attends, il a une super qualité de balle, moi je m'entraîne avec lui. Donc, Vous pensez qu'il aurait pu? non, parce qu'il a commencé un peu tard et puis par la suite, il faut vraiment... Ça aurait été un bon joueur, mais je pense qu'il n'avait pas encore la fibre, vraiment le petit truc en plus. Et c'était... le petit truc qui fait la différence, c'est-à-dire le joueur qui, lorsqu'on frappe la balle, on sent qu'il a quelque chose en plus des autres. Il a une bonne frappe, Max, mais bon, après, de l'autre côté, revers, c'est un bon joueur, Il sert bien, c'est rapide, c'est mon fils, quoi. Voilà. Aujourd'hui, Maxime n'a pas de regrets car il a trouvé sa voie. Il travaille en tant qu'administrateur dans un club très chic parisien. Et le plus important pour lui est de partager des moments privilégiés avec son père. Ce qu'il n'a pas souvent fait, étant petit. J'ai eu Maxime très jeune, 21 ans, t'imagines, 21 ans. Alors, il est vrai que au départ, j'étais peut-être pas là, j'étais jamais là. J'étais sur le circuit, j'allais à droite et à gauche, j'étais vraiment dans ce que je faisais le mieux, c'est-à-dire jouer au tennis, champion de tennis, je voyageais énormément. Je vais vous dire sincèrement, je m'en suis rendu compte et pas vraiment. Vous n'êtes pas rendu compte de quoi? De rendu compte, on ne se rend pas compte de pouvoir. Non, d'être là tous les jours. Quand on est là tous les jours pour gérer son enfant, pour faire l'éducation de son enfant, pour lui dire tous les jours, lui faire ses devoirs, lui raconter une histoire ou lui faire les choses, j'étais pas là. Lorsque Maxime est né, Henri participait déjà aux tournois dans le monde entier et figurait parmi les meilleurs joueurs de France avec Yannick Noah et Guy Forget. Alors très tôt, Maxime a été exposé dans les médias. Moi, je disais pas non, je disais pas à mes parents en me disant non, je vais pas faire une photo, etc. À partir du moment où j'étais avec mon père voilà, le peu de temps que j'essayais de passer avec lui, je le passais complètement. Je n'avais pas dire non. Après coup, on se dit, on aurait peut-être dû le préserver, peut-être plus le mettre moins devant la lumière, mais c'est compliqué. Il faut pas qu'il revienne en arrière en se disant j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Moi, à l'heure actuelle, tout va bien. On a une relation père-fils, mais on a une énorme relation copain-copain aussi, à faire les cons.
à se dire ah ouais, on se marre. On va sortir, jour anniversaire, on allait faire un match, on allait voir un match de foot au Stade de France, après on est sorti, je suis sorti avec ses copains. Parce que j'ai perdu un peu avec Maxime, j'essaie de indirectement de le retrouver aujourd'hui et c'est ces moments-là qu'on passe ensemble. Même si Maxime n'a pas beaucoup vu son père petit, il a toujours suivi de près sa carrière. S'il y a un souvenir qu'il garde particulièrement, c'est bien la finale de la Coupe Davis en 1991. Alors qu'Henri revient tout juste d'une grave blessure, il participe à la victoire tant espérée de l'équipe de France. C'est balle de match, ça, c'est 40-15. Ce qu'il visionne, c'est le match en simple contre les États-Unis, face à l'époque au redoutable Pete Sampras, alors numéro 5 mondial. Des frissons encore, c'est marrant ça. Et là, je mets une cacahuète, tout le monde pense qu'elle est bonne, et le mec, il est vachement calme. Ça fait bizarre. Les États-Unis mènent alors 1-0. Ouais. Henri Lecomte l'emporte, il ramène la France ex aequo. Un premier pas vers la victoire. La suite se joue en double avec Guy Forget. En face, une des meilleures équipes de double au monde. Ouais. Le lobe lifté, et le voilà. Allez, prends ça. C'est dans l'angle. C'est le mec qui est remonté comme une... C'est une pile électrique. « 59 ans que la France n'avait pas remporté le trophée. Henri Lecomte, Guy Forget et Yannick Noah entrent alors dans l'histoire du tennis. Je crois que ce moment-là, j'en rêvais et je me souviendrai toute ma vie de la lettre que Maxime Lecomte, le fils d'Henri, a écrit jeudi, où il a dit « Papa, je t'aime, tu gagnes la coupe pour moi et tu la ramènes à la maison. » Il y a toujours la petite larme. Hein. Là, c'est des moments... Qu'est-ce qu'on est jeune et beau, là. Oh, la vache. Et je me rappelle encore écrire la lettre en disant voilà, ramène-moi ça. Au final, je vais ramener. Je l'ai ramené et je l'ai toujours dans le truc. Maxime peut être très fier de son papa parce qu'il va lui ramener une coupe. J'ai toujours le pincement au cœur parce que c'est un moment de la vie de joueur de mon père qui est comme importante parce que je suis dedans, parce que Yannick en parle et que c'est vraiment le moment où... C'est beau, c'est des grands moments. Pour Henri Lecomte, c'est la consécration. Mais pour Maxime, la célébrité de son père aura été trop lourde à porter pour oser une carrière dans le tennis. Pourtant, le jeune homme n'hésite pas à se lancer dans un autre sport et va tenter de relever un véritable défi. Si certains enfants rattrapent aujourd'hui le temps passé avec leurs parents, d'autres malheureusement ont dû apprendre à se construire sans eux. Dans le désert, mes compagnons de galère ont désert. Il a hérité des traits et de la voix de cette légende qu'était son père. Jonathan Dassin est le fils du chanteur vedette des années 60 et 70, Joe Dassin. Mais il grandira sans lui, car lorsque la star décède en 1980, Jonathan n'a pas encore 2 ans. 34 ans plus tard, il marche sur les traces de son père et sort son premier album. Nous sommes à Saint-Germain-en-Laye, une ville cossue de la banlieue parisienne à quelques kilomètres de Paris. C'est là que Jonathan a élu domicile. Bonjour, bienvenue. Entrez. Quand on entre dans la maison, déjà, il y a des rapports avec la musique. Écoute, celui-ci, c'est un Souba qui appartenait à mon père, en fait. C'est une belle pièce que j'ai toujours aimée, celle-là. Ici, c'est un accordéon qui appartenait à ma tante, Julie, la sœur de mon père, la petite sœur de mon père. Bon, après, vous verrez certainement beaucoup de trompettes chez moi, parce que j'ai fait de la trompette pendant longtemps. Je m'en sers toujours pour composer. Ça, c'est une boîte où il y a des photos. Il y a des photos de famille. Ça, c'est mon père et ma mère. J'avais pas encore 2 ans, en fait, quand il est mort, donc j'ai même pas de souvenir de lui, en fait. On a pu dire peu, mais même pas. Donc en fait, c'est à travers les photos et les personnes qui vont parler de lui que... Exactement. Et puis
même avec les émissions, ses prestations télé, ses albums. Alors je sais de lui ce que n'importe qui sait de lui, bon, avec quelques nuances apportées par la famille. Il était à peu près à quoi il ressemblait. Le chanteur de variété française aux allures de gentleman avait l'image de quelqu'un de simple, touchant et proche de son public. En seulement 16 ans de carrière, Joe Dassin a fait des tubes légendaires et a vendu plus de 35 millions d'albums. À 41 ans, alors qu'il était au sommet de sa gloire, il décède d'une crise cardiaque. Jonathan n'a pas encore 2 ans. Moi, j'ai vécu toute ma vie en sachant que c'est normal de ne pas avoir de père. Donc j'ai pas à me plaindre d'un hypothétique quelque chose qui aurait été mieux. Puisque c'était pas mieux avant, j'ai connu que ça. Donc tu te construis avec ça. Il faut mieux que ça soit une force qu'une faiblesse. Ça c'est mon frère et moi, tu vois. Ça, j'ai l'impression que c'est à Tahiti, ça. C'est ma mère. Après le décès de son père, il grandit avec Julien et sa mère Christine dans la maison familiale à Feucherolles, dans les Yvelines. Mais en 1995, sa mère décède des suites d'une longue maladie. Jonathan a tout juste 17 ans. Il restera 2 ans dans cette maison, seul avec son frère et un couple qui travaillait dans leur propriété. Franchement, comme je te dis, je suis pas du genre à me plaindre, surtout qu'il y avait des côtés très positifs à se confronter à la vie tôt, finalement. On a une expérience de la vie différente, on se confronte plus rapidement aux gens, on doit se faire plus rapidement sa propre opinion sur les gens et on doit faire preuve de discernement plus rapidement aussi. Et aujourd'hui, je me dis que la personne que je suis est complètement faite de ce qui s'est passé hier. Je suis très bien. Si Jonathan a appris à se construire seul, la figure paternelle, il l'a trouvée en son grand-père, le réalisateur Jules Dassin. Car chez les Dassin, on est artiste de père en fils. Ce tableau-là, il appartenait à mon grand-père, en fait. Et je l'aime beaucoup. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'était un grand cinéaste américain. Ça a été l'un des premiers maîtres du film noir, comme on l'appelait, aux États-Unis. Sa carrière a un petit peu évolué en Europe. Il a fait beaucoup de films en France, en Grèce. Aujourd'hui, mon grand-père est plus connu que mon père même en Grèce, par exemple. C'est un héritage à tenir. Il y a quelque chose, une histoire à honorer dans tout ça. Bon, voilà, les prochains, c'est nous, et puis on va essayer de tenir notre place, nous aussi. En attendant, il continue de s'imprégner de la musique que son père écoutait. En dessous, j'ai quelques vinyles qui appartenaient à mon père, d'ailleurs. Il y avait pas mal de jazz, Charlie Mingus, Miles Davis. C'est beaucoup de musique américaine, frère. Parmi ces disques, il y en a un qui l'affectionne particulièrement. Mon village au bout du monde, ça c'est une magnifique chanson. C'était l'une des chansons que je préférais de mon père. Le vent s'engouffre dans ma valise et sur ma route il y a des trous, pas de discours. Jonathan n'a presque pas connu son père, mais cela ne l'a pas empêché d'être comme lui, un passionné de musique. À l'âge de 13 ans, il écrivait déjà ses textes et chantait dans un groupe. C'est dans ce studio qu'il passe le plus clair de son temps à composer. Un studio dernier cri, avec un matériel très high-tech. J'ai pas voulu faire de la musique parce que mon père en faisait. J'ai pas vraiment baigné dedans en fait, puisque ma mère faisait pas de musique, elle n'y connaissait rien en musique et c'est elle qui m'a élevé. Je crois même qu'elle n'était pas tout à fait à l'aise avec l'idée que l'on puisse faire de la musique. J'en suis complètement zinzin, c'est mon amour, ma voisine. Pendant longtemps, la musique a été un hobby.
Mais il y a seulement quelques mois, Jonathan a décidé de sortir de l'ombre de son père et de faire un album sans maison de disques, en autoproduction. On a donc fait cet album en artisanal. J'ai monté mon label pour pouvoir le créer. Parce que j'ai pas été suivi cette fois-ci par les grandes maisons de disques. Ça pourrait ne pas arriver la prochaine fois non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un premier album, qu'il existe, et qu'il y en aura un deuxième, et qui existera, et qui se vendra aussi, et qui me permettra de faire des concerts et de petit à petit asseoir ma légitimité. Parce que je suis un musicien, je le fais avec le cœur, ouais, je suis complètement légitime. Une légitimité que Jonathan revendique, mais qu'il peine à acquérir pour le moment en France. Étrangement, depuis quelques mois, le succès, il l'a trouvé loin d'ici, à 5000 km en Asie centrale. Plus précisément au Kyrgyzstan et au Kazakhstan. Cette année, c'est la 5e fois qu'il part faire des concerts dans ces pays. Direction Atiro, la capitale du Kazakhstan, située aux frontières de la Russie et de la Chine. Nous retrouvons Jonathan Dassin dans son hôtel. Le chanteur est parti la veille avec toute son équipe. Il est 11 h. Il a rendez-vous avec ses musiciens pour repérer les lieux et faire les derniers réglages. Bon, on retourne voir la salle là. On va voir la salle. J'arrive, vous retournez ? Ouais. Bah écoute. Attention, t'es fait. Ce soir, ils ne vont pas jouer dans une salle de concert traditionnelle. Ah ouais. Ouais, ça te va ? Ah ouais, c'est kitsch. Mais à leur surprise, ce sera dans une salle de conférence. Les couleurs de l'Ukraine, et dans la salle des fêtes du Renaissance Hotel. Ça, c'est du kitsch. Regarde, les lampadaires en feuilles d'or. Attends, ça, c'est pas du kitsch, ça. Ça, c'est du kitsch royal. Ça vous plaît, Jonathan ? Oui. En tout cas, c'est même la première fois que je vais faire un concert dans un endroit pareil, je crois. Les fois précédentes où Jonathan a joué au Kazakhstan, il a fait de vrais concerts devant des milliers de personnes. Ici, le décor n'est pas le même. Il va chanter pour la soirée d'un événement diplomatique. Less high. Less high. More medium and more fast. Let's check. More bass. Si. Celui qui est à l'initiative de sa présence en Asie centrale, c'est son agent Don Kerry. Pour lui, Jonathan ne peut pas se permettre de refuser des occasions de se produire. Alors, il n'hésite pas à accepter des prestations en tout genre, comme celle de ce soir. L'objectif, c'est bien entendu de le faire connaître en France, mais pour l'instant, on se trouve où le public est déjà présent, quoi. Il est convenu que Jonathan chante des titres de son album, mais aussi d'interpréter des chansons de son père. Car si Jonathan est connu ici, c'est avant tout grâce à lui. Si même on aurait la chance d'être très connu ici et avoir un grand public, c'est quand même par le biais de la réputation de son père qu'on a réussi à l'amener ici. Et de fait, c'est une autre façon de venir sur le marché. En Asie centrale, Jodassin est une véritable icône de la chanson française. Et voir le fils jouer leur rappelle leur idole. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Mais on peut commencer dès le départ. Lorsqu'il répète un titre de Jodassin, ça attire immédiatement les curieux de l'hôtel. Jodassin, very great. Jonathan, genius. Même s'il est apprécié au Kazakhstan, la route est encore longue pour Jonathan. C'est toi qui me sors du noir. Mais ses musiciens ont confiance en son projet et le soutiennent depuis le début. Moi, je crois en lui parce qu'il écrit des très belles chansons. Il a un vrai style musical personnel qui n'est pas celui de son père, qui est empreint de celui de son père. C'est pas un atout d'être comparé immédiatement dès qu'on produit quelque chose. Il cherchait un peu à lutter au début contre ça, puis finalement il a laissé faire. Voilà, il fait sa musique, il assume le nom. Mais il doit travailler 2 fois plus que les autres, c'est ça le problème. Parce que c'est le fils d'eux, donc on l'attend 2 fois plus que les autres. Il faut qu'il propose quelque chose d'authentique et d'honnête, et c'est ce qu'il fait. Voilà. C'est aussi pour ça que je continue d'être avec lui, c'est parce qu'il a toujours une démarche sincère, et puis voilà, il avance. Marcher sur les traces d'un père légendaire tout en essayant de faire différemment.
Voilà l'objectif de Jonathan et de son agent Don Kerry. Bonjour, monsieur. Ça va? C'est Boulac, c'est l'OM. C'est Monsieur Renard, le consul général de France, qui a fait appel à Jonathan. Au Kazakhstan, la culture française est très appréciée et ce genre de prestation se fait régulièrement. Ce soir, pour une heure de show, Jonathan va toucher plusieurs milliers d'euros. On a une excellente image au Kazakhstan et c'est assez facile de monter des manifestations, enfin facile. C'est facile du point de vue financier de trouver des sponsors qui sont intéressés pour monter les manifestations. Parce que, en fait, ici, dans tout l'espace post-soviétique, il connaissait les chansons de son papa. Donc Dassin, c'est un nom déjà. Voilà. Donc ils sont intéressés par ça. Ils sont intéressés aussi généralement aussi par la qualité de la chanson française. Les gens ont vraiment une affection toute particulière pour mon père. Maintenant, j'ai pas vocation à toujours rappeler mon père. Jonathan veut sortir à tout prix de cette image de fils d'eux. Mais il a conscience que pour l'instant, il doit utiliser son illustre nom pour se faire connaître. Il est 16h, les répétitions sont terminées. Il reste quelques heures au chanteur pour découvrir la ville avant de faire son show. Il faut savoir qu'on est déjà dans le centre d'Atirao. Ouais, c'est magnifique, mais il n'y a pas énormément de choses. Je crois que c'est une ville un peu nouvelle. C'est assez étonnant d'être ici. En fait, je n'aurais pas imaginé, même il y a 6 mois, de mettre les pieds un jour dans n'importe quel pays d'Asie centrale. C'est pas là où je dois faire carrière. L'objectif, c'est de me faire connaître pour ce que je fais dans les pays francophones. Alors la France, oui, mais je rêverais aussi de travailler en Belgique ou au Canada. Le Canada, la Belgique ou encore la France, Jonathan n'y est pas encore. Mais comme tout artiste convaincu, il y croit et se battra jusqu'au bout pour y arriver. Retour en France, à Paris, avec Fanny Leb. La jeune femme vit en Suisse, mais elle revient régulièrement dans sa ville natale. Alors à chaque fois qu'elle est là, elle ne manque pas de rendre visite à son père. Oh, ben la voilà, cette grande fille. Comment elle va, cette grande fille? Alors, ça va-t-il? Mais ça va-t-il? Ça va très bien, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, bon voyage? Oui, écoute. 3 semaines sans toi, c'est pas possible. Hein. C'est trop long. Hein. Non, moi, je peux pas. Il faut que tu te mettes à ma place. Hein. Moi, j'ai des enfants, c'est pour les voir. Hein. Marc, je t'ai vu beaucoup, mais là, depuis que tu es en Suisse, je te vois moins. Malgré une carrière très prenante, Michel Leb a toujours privilégié sa famille et ses enfants. Je me suis toujours arrangé pour être là le plus souvent possible, même sachant que j'étais à 300 km de Paris, je rentrais après un spectacle, je rentrais. À l'époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse, alors je rentrais vite pour les voir le soir et pour monter dans leur chambre, les embrasser, et puis le matin, me lever pour les voir partir à l'école ou quoi. Ok, tu sais, c'est des métiers astreignants, mais enfin, si on veut, on peut les voir, on peut être là souvent. Hein. Donc je m'organisais toujours pour être là. Père artiste sur les routes, mais père présent. Encore aujourd'hui, il suit de près la carrière de sa fille et n'hésite pas à faire jouer de sa notoriété pour lui donner un coup de pouce. Moi, j'ouvre les portes, mais après, c'est eux qui rentrent dans la pièce. Hein. Je veux bien, effectivement, dire, voilà, j'ai une idée. Je pense que si vous rencontriez cette personne, ça peut être utile. Alors, moi, je donne un coup de fil, peut-être pour qu'il puisse être reçu. Qu'elle puisse être reçue plus facilement que si elle... Hein. Mais après, je suis pas là derrière à dire, bon, dis donc, ça marche, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Je touche à rien. Je les laisse faire. Mais j'ouvre une porte quand je peux. Parce que c'est vrai que c'est tellement difficile que si on peut utiliser ce privilège, autant le faire. C'est idiot de... Bon, par exemple, moi, je vais jouer au théâtre, une pièce. Si elle peut faire la musique, ça me paraît normal de faire travailler ses enfants plutôt que quelqu'un d'autre. Bon, ça me paraît évident. On va pas non plus dire, oh là, c'est machin. Non, c'est normal. Et maintenant, si la musique est pas bonne, elle le fera pas. Mais bon, quelqu'un qui a du talent, qui est passionné par ce qu'il fait, qu'il soit la fille d'eux, de machin ou rien du tout, à mon avis, de toute façon, il faut que ça marche. Un jour ou l'autre, ça marche. Aujourd'hui, Michel Leb est un artiste reconnu. Pourtant, au départ, c'était loin d'être gagné. Il a dû se battre pour y arriver. En père accompli, il donne alors quelques tuyaux à sa fille. Que les choses arrivent vers toi, ça te nourrit vachement et Ouais. tu pars... Oui, mais il ne faut pas attendre que les choses arrivent vers toi. Il faut les provoquer, les choses.
il faut aller les chercher. Il ne faut pas hésiter à frapper 50 fois ou 100 fois la même porte. Il faut se remettre à l'ouvrage 10, 20, 30, 100 fois pour être sûr de ça. Et puis, il ne faut jamais baisser les bras, parce que c'est constamment que les portes se ferment, c'est constamment qu'on te fait croire que ça va être le paradis, c'est constamment qu'on te dit demain matin, tu vas être une star, je m'occupe de toi, je te mets en première page des magazines, tu seras dans toutes les émissions de télé, tu vas faire un malheur. Et le lendemain, il n'y a plus personne, tu ne sais pas pourquoi. Mais attends, où est-ce que c'était? Bah non. Oui, t'es génial, je vais m'occuper de toi. En permanence, tu as dans ce métier des illusions. C'est un monde d'illusions. Et puis tout d'un coup, crac. Tout d'un coup, ça devient la vérité, ça marche, ça s'accroche. Et là, mon pote, il ne faut plus lâcher. Et là, les choses vont se faire. Mais il faut vraiment toujours un courage, une volonté. Moi, je dis que c'est un métier courageux. Surtout aujourd'hui, c'est tellement plus dur. Donc, il faut s'accrocher. Mais quand on a du talent et la passion et l'envie, faut y aller. Père et fille ont déjà fait un duo il y a 6 ans. Une expérience qu'ils pourraient renouveler avec enthousiasme. Si un jour, on peut tous les deux faire quelque chose de plus, même à 3, pourquoi pas, j'en sais rien, quelques morceaux avec Tom, quelques morceaux avec toi, quelque chose, et essayer de faire une espèce de tu vois, faire un club de joyeux lurons, eh ben on le fera, pourquoi pas. Alors il faudra swinger, je peux le dire tout de suite, parce que moi j'aime ça, il faut que ça swing, faut que ça fasse mal, il faut que ça envoie du bois, il faut que ça pète le feu, faut vraiment ça fasse très mal. Pas de trucs un peu trop machin, il faut que ça boum, je te compte sur toi. Fanny veut se démarquer de son père, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une relation fusionnelle avec lui. Mais dans la famille Leb, Michel et Fanny ne sont pas les seuls artistes. 20h, 11e arrondissement. Ce soir, comme tous les samedis, Tom, le frère de Fanny, joue au théâtre. Et à chaque fois qu'elle est à Paris, Fanny ne rate aucune de ses représentations. Ça fait 6 fois que j'ai vu le spectacle. Donc à chaque fois c'est nouveau parce qu'il se rôde de plus en plus, donc c'est sympa parce que tu vois à chaque fois les choses qui évoluent et ça c'est super bien quoi. C'est à chaque fois comme un nouveau spectacle que je vois, donc je les soutiens à mort. Un an que Tom se produit dans ce théâtre avec son ami Kevin. Ça va bien. Mais oui. Tom est comédien depuis 5 ans. Après des débuts dans la série Sous le soleil, il a décroché un rôle au cinéma aux côtés de Jean Reno. Aujourd'hui, le jeune homme de 24 ans commence à se faire un prénom dans le monde du spectacle. Nous, ça va. Ready to go? Avec ce show, le duo vient tout juste de faire la première partie de Gad Elmaleh à l'Olympia. C'est parti, tu connais? Mais surtout qu'après l'Olympia c'est facile. Dit-elle. Ouais, non, parce que c'est vrai qu'on a fait l'Olympia, donc forcément, c'est vrai qu'on est un petit peu habitué à tout ce qui est toutes sortes de publics. C'est un petit peu tu vois le genre. Dans la famille Leb, ils sont 3 enfants. Tom et Fanny ont tous deux pris le chemin de leur père. Fanny et moi, on est très très proches. Beaucoup sur le plan musical, parce que c'est quand même ma première inspiration de la vie de tous les jours, parce que moi aussi, faisant de la musique, j'ai besoin d'une inspiration. Et c'est vraiment là-dessus qu'on connecte nous. D'ailleurs, ça peut arriver qu'on s'appelle en plein milieu de la journée juste pour se dire, tiens, écoute ça, je t'envoie ça, écoute ça, juste un appel de 30 secondes, c'est là-dessus, quoi. Donc artistiquement, on est un peu des jumeaux, quoi. Non. No, oui. C'est une famille qui a quand même un talent incroyable. Vraiment, sincèrement, j'ai rarement vu ça. Moi, par exemple, chez moi, ils sont coiffeurs, par exemple. Et ben, ils sont tous dans la coiffure. Et là, ils sont tous dans le spectacle. Mais c'est un talent incroyable, vraiment. Tous, c'est dingue. Oh merde, les gars. Et merci. Et quand j'entends ton rire, ça me fait du bien, alors vas-y. Bisous. Depuis la première représentation, Kevin et Tom jouent leur spectacle à guichet fermé. Entrez! Pourquoi t'es venu prendre un cours de comédie musicale? Ça, c'est un petit peu le... C'est lumineux. Ah, si c'est trop lumineux, je baisse l'altacité de la salle. Le duo s'amuse des mots et des quiproquos, avec une succession de sketchs humoristiques autour de la vie d'artiste. L'humour, un terrain sur lequel s'est frotté Michel Leb pendant longtemps. Et Tom semble avoir hérité des talents d'imitation de son père. Aujourd'hui, Tom et Fanny ont l'intention de faire perdurer leur nom de famille dans le milieu artistique.
Direction la banlieue chic parisienne, à Boulogne-Billancourt, dans l'appartement de Maxime Lecomte. Mon cœur. Il y retrouve sa petite amie Solène. On fait à manger, t'as faim? Ouais, je pensais à faire une omelette, il reste des œufs. Ok. Maxime est avec Solène depuis 1 an et demi. Étudiante à Aix-en-Provence, elle vient régulièrement à Paris pour passer le week-end. C'est dimanche, elle s'apprête à repartir dans le sud. Bébé, Ouais. c'est toi sur la photo là-bas? Ah là, c'est Elodie qui joue au tennis avec mon papa à l'époque. Les 3 autres photos, les photos là, où en fait c'est l'anniversaire, c'était les 40 ans de mon père, où là je retrouve Yannick, donc c'était il y a 10 ans. Ça fait changer bébé, hein, quand même. Oh, elle si, est belle, elle est belle génial. cette photo. C'est toujours l'image que j'ai avec Yann, c'est on se voit très peu dans l'année, mais à chaque fois qu'on se voit, c'est toujours très fort. Super intense. De cette longue amitié entre Yannick Noah et Henri Lecomte, il y a un objet qui reste symbolique dans toute leur carrière. La fameuse Coupe Davis, remportée en 1991. Elle est un petit peu lourde. C'est exactement celle-là. C'est juste que je la resserre un peu, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti. Je mets un coup de brique, une fois par an. C'est plein d'émotions par rapport à mon père et sa carrière. Et pour rien au monde, je m'en sépare et je peux pas m'en séparer, c'est pas possible. C'est fou quand même, hein, comme tu le ressembles là sur cette photo. Ouais, j'ai l'impression que ça fait un cœur. Le fait avec mes bras, avec le bas, voilà, et voilà, exactement. Ouais, c'est très très beau. Elle est vraiment belle. Moi, quand j'ai rencontré Maxime, je savais pas forcément qui était son papa parce que c'est pas ma génération. Mais quand je l'ai appris, bon bah c'est venu, ça aurait pu être n'importe qui. Son papa, ça change rien. C'est pas pour autant que j'ai voulu plus m'accrocher à lui ou quoi que ce soit, pas du tout. Je préfère que les gens ne savent pas qui est indirectement mon père, parce qu'au moins ils viennent pas pour me voir, mais qu'ils viennent pour moi et non pour mon père. Que je sois le fils d'Henri ou pas, ça change pas grand chose et je me prends comme je suis et pas par intérêt, surtout pas. Même s'il reste fier et admiratif de son père, s'affirmer et exister en tant qu'individu est primordial pour Maxime, comme pour la plupart des enfants de personnalité. C'était à la naissance. On peut pas dire que c'était pas à la naissance, tout petit. Et celle-ci aussi qui est belle, je trouve. Elle est belle cette photo, hein. Mon père est jeune, il a 23 ans. Maxime a vécu avec ses parents et sa demi-sœur Élodie jusqu'à l'âge de 6 ans. Lorsqu'il divorce, il grandit avec sa mère. Alors son père, il le voit encore moins, mais ça ne l'a pas empêché de partager des moments privilégiés avec lui. J'ai une autre photo là qui est sympa, voilà. On voit mon père avec le prince Albert, Monseigneur, et on avait fait une petite partie de tennis tous ensemble. Avec le prince aussi. Avec le prince, parce qu'il joue pas mal au tennis. C'était très sympa et voilà, j'ai eu la chance de côtoyer ce monde-là et de connaître des personnalités ou d'avoir la chance de connaître ces gens-là. Je ne vais pas dire que ça ne m'a pas aidé, au contraire. À un moment, j'étais parti vivre à Monaco en parallèle avec mes études pour m'occuper d'une boîte de nuit à Monaco. Et c'est vrai que tout le protocole monégasque, etc., je connaissais déjà. Donc c'est vrai que là-dessus, ça m'a beaucoup aidé. Et je sais que ça m'aidera toujours. Si le réseau d'Henri Lecomte aurait pu lui ouvrir toutes les portes dans le milieu sportif, Maxime a préféré s'en éloigner pour faire carrière dans un autre secteur. Le jeune homme s'est d'abord lancé dans la restauration, puis s'est orienté vers les discothèques. Aujourd'hui, il est administrateur d'un club parisien très coté. Paris, 8e arrondissement, tout près des Champs-Élysées. Maxime rejoint sa sœur Élodie, avec qui il a grandi. Salut les gars. Ma sœur. Ah, mon bébé, je t'attendais plus. Leur mère Brigitte a eu Élodie lors d'un premier mariage avec Guy Dru, ancien grand athlète et ministre des Sports sous Jacques Chirac. Quelques années plus tard, ils divorcent. Leur mère épouse alors Henri Lecomte. Élodie a donc grandi avec l'étiquette de fille et de belle-fille d'eux. J'ai eu Guy Dru, donc mon papa. J'ai eu Henri Lecomte, donc mon beau-papa. Donc j'ai en plus vécu vraiment la double filiation fille d'eux. Alors moi, ça m'a posé absolument aucun problème. Au contraire, j'ai toujours pris tout ce qui était positif là-dedans. Et j'ai pas du tout souffert de, comme on pourrait le croire, et comme ça peut arriver dans d'autres familles, de ça. Toi, t'as peut-être un peu plus... Voilà, moi, c'était un petit peu différent.
parce que je suis né au moment où il était dans sa carrière, etc., à son top, et il a continué à jouer, j'étais encore à l'école ou autre. Donc j'ai vécu des moqueries ou autres par rapport au fait que mon père ait perdu un match ou quoi que ce soit, qu'on l'ait vu à la télé. Ça l'atteignait en... Ah ouais, vraiment. Je suis quelqu'un qui est sous ma carapace. Tu prends moins de recul par rapport à ça. Ou plus maintenant, parce que, tu as mûri. On prend l'âge, on prend la bouteille. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui, au premier abord, peut être très froid, très dur. Parce que on a toujours la hantise de dire, voilà, on connaît parce que c'est fils Henri et pas parce que c'est Maxime. C'est pas que je renie mon nom, mais je ne supporte pas qu'on dise mon nom. Quand c'est Maxime, voilà. Même si Maxime a des difficultés à assumer son nom, il a néanmoins grandi dans un milieu privilégié, sans jamais manquer de rien. On a eu une enfance merveilleuse, très, très confortable, même plus que confortable. On partait en vacances quand on voulait, dans des endroits merveilleux. Voilà. Maintenant, à partir de mes 17-18 ans, mes parents m'ont dit, voilà, on te donne ton budget. Ton budget correspond à peu près à ton loyer, aux besoins de la vie. Maintenant, si tu veux partir en vacances, si tu veux faire des choses, etc., bah bouge-toi le cul. Ouais, moi j'ai eu la même chose. C'est une chance inouïe d'avoir ça, mais voilà, c'était pas le jackpot ou quand on avait besoin de quelque chose, voilà. Sortir, papa, non, c'est vraiment, tu as ce budget-là et tu te débrouilles avec. Mais c'est là où je t'admire terriblement, c'est que tu as osé faire des petits jobs que moi, par exemple, j'aurais jamais osé faire. Et c'est ni ton papa, ni maman qui t'avont poussé à faire ça. Tu l'as fait tout seul. C'est-à-dire que vraiment, tu t'es dit à un moment donné, bon bah voilà, s'il faut passer par la case départ et bouffer un peu de la merde, eh ben, je vais le faire. Même si tu es issu d'un milieu hyper confortable et que tu n'avais pas besoin de ça. C'est vrai que j'ai besoin de rien. Je suis super bien dans ma vie. J'ai mon père mes parents qui m'aident sur beaucoup de choses. Mais maintenant, si je veux réussir par moi-même et pour moi, il faut que je sois comme tout le monde et que je commence au plus bas de l'échelle. Maxime a gravi les échelons un par un pour faire un métier qui lui plaît, loin du tennis. Mais ça ne l'a pas empêché d'être très sportif. Depuis 2 ans, il s'est lancé dans un autre sport dans lequel il excelle, le crossfit. Aujourd'hui, il va s'entraîner et tenter de se qualifier pour les prochains championnats. Le crossfit est un sport très répandu aux États-Unis et commence à se développer en France. Il regroupe 3 disciplines, l'haltérophilie, la course à pied et la gymnastique. C'est vraiment un sport, pour moi, le plus complet possible. Où ça allie technique, endurance, mental beaucoup, énormément mental. Parce que c'est un effort intense, court, très très intense. Depuis qu'il a découvert ce sport, Maxime se donne à fond. Il s'entraîne 5 fois par semaine, à hauteur de 2h30 par jour. Depuis que je suis tout petit, c'est vrai que mon père m'a éduqué là-dessus, mais ma mère surtout. Parce que mon père étant pas très, étant en tournant, étant moins présent, ma mère m'a beaucoup aidé, poussé à faire du sport. Donc j'ai eu, grâce à mes parents, la chance d'avoir la volonté de faire du sport, la fibre en fait. Je passe dans 10 minutes, Jo. Je passe dans 10 minutes. Richard, le coach qui l'entraîne pour la compétition, va le chronométrer pour valider son score. Là, il a un très bon niveau. On va voir sur ce WOD-là comment il se débrouille, mais a priori, il devrait faire un très bon score. Parce que le premier mouvement, il est assez fort sur ce mouvement-là, donc ça ne devrait pas poser de problème normalement. Je saute, ça fait 1. Entre guillemets, à partir du moment où je suis là, quand je reviens, je vais direct là. La compétition internationale a lieu dans 2 mois. Objectif, battre son record précédent pour figurer parmi les 60 finalistes. Respire bien sur les burpees. T'es prêt? On y va? Allez, vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. L'épreuve consiste à enchaîner le maximum de séries de mouvements. Haltère, ici avec une barre chargée de 120 kg. 6 pompes. 2. Et 9 sauts cardio, le tout en 7 minutes. Tends bien les hanches avant. Hein. T'as un bon temps, continue comme ça. T'as un bon tempo, c'est bien. Fais chier. C'est pas grave, ça oublie ça, c'est pas grave. T'as du temps là.
Allez Maxime, rattrape un peu le temps perdu. Allez, enchaîne direct. 1, 2. La difficulté, repousser ses limites en un temps record sans perdre le rythme. 5, encore une. Allez, maintenant. Réfléchis pas. Allez, vas-y maintenant, c'est pas maintenant qu'il faut respirer. 6, time. T'as perdu un peu de temps au niveau fin ton lacet. Je trouve qu'il a fait un bon score déjà. Score de merde, ouais. Moi, je trouve que t'as fait un bon score. Je suis très loin du score minimum. T'es pas très loin du score minimum. Hein. Maxime est déçu de sa performance. Il a fait 8 tours alors qu'il s'en était fixé 9. Mais pour le coach, c'est un score honorable, facile à dépasser. Moi, je trouve que Maxime, c'est un bon athlète. Il faut juste qu'au niveau du mental, il s'accroche plus et qu'il ait plus confiance en lui surtout. Est-ce que tu te mets pas un peu trop la pression aussi? C'est pour ça que j'aime pas les compétitions. C'est pour ça que je fais des très bons scores sur les compétitions où je me suis pas inscrit, mais je fais le WOD. Et là, je fais très bons scores. Parce que je m'amuse, je me prends pas la tête et je vais chercher au fond de moi. Je t'ai dérangé? Allez. Depuis toujours, le point faible de Maxime, c'est gérer la pression et contrôler son mental. C'est un gros problème de famille, je pense. Parce que je suis fort sur un mouvement, je sais que je peux aller très loin et de temps en temps, je peux aller plus loin et j'y vais pas parce que c'est la tête qui suit pas. C'est tout, hein. C'est dans le mental qui suit pas et mon père était pareil. Il pouvait faire le match de sa vie aujourd'hui, battre le numéro 1 mondial ou le top 10 et perdre contre le 200e mondial dans 2 jours plus tard. Donc c'est la vie. Faut travailler le mental. Je pense que dans le sport, le mental est le plus important. Ouais. La compétition a lieu dans 2 mois. Maxime s'entraînera dur. Nous retrouvons Jonathan Dassin à Atiro, au Kazakhstan. Il est 18h, le chanteur se prépare pour le concert. Ici, pas de staff de grande star. Il doit se débrouiller seul et repasse lui-même son costume de scène. Plus il y a de gens qui s'occuperont de moi, plus ça voudrait dire que les choses marchent. C'est un plaisir de faire de la musique, oui, mais c'est un plaisir, c'est une satisfaction d'être écouté. Évidemment, le but c'est de se faire aimer. Ce soir, son concert va servir à animer la fête de l'intronisation du consul honoraire de France. Alors, sa tenue doit être impeccable. Alors aujourd'hui, je vais porter du beige. Beige et bleu. Une veste bleue et des chaussures bleues. Mon style, c'est plutôt sobre. Voilà, ça c'est bien. Je crois que j'ai choisi une veste un peu trop effet lin, quoi. Elle est un petit peu effet froissé, quoi. Ce serait dommage que les gens se disent « Ah punaise, il est pas très bien habillé » ou bon. Moi je m'en fous, c'est important pour les autres. Alors il faut faire un effort. Mais... Un effort d'élégance, car le public sera composé de diplomates et d'hommes d'affaires. 19h, la cérémonie va commencer. La tension monte pour Jonathan. Il reste en retrait et observe son futur public. Je sais pas s'il y aura vraiment plus de monde qui viendra. Non, mais je crois qu'il faut se tenir prêt. C'est pas que je trouve qu'il n'y a pas assez de monde, c'est qu'on aime bien quand il y a beaucoup de monde. Contrairement à ce qu'il avait imaginé, seulement une 60aine de personnes est présente. La salle n'est pas comble, mais l'accueil plutôt amical. Et comme à chaque fois ici, on lui rappelle sa filiation. Bonsoir. Merci beaucoup que vous êtes ici au Kazakhstan. C'est un parce plaisir. que le nom de Joe Dassin est très connu et nos coutumes, les enfants qui continuent la route de son père ou de sa mère, ce sont des gens sains, vous savez, particulièrement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. J'espère que ça vous plaira. Мы пригласили группу Джонатана Дассена, сына знаменитого французского певца Джо Дассена. Pour commencer, Jonathan chante un des titres phares de son album. Le public découvre sa musique et semble séduit par le fils de leur idole.
C'est super, ouais. Il a vraiment, je trouve, comment dire, une belle énergie qu'il donne aux gens. C'est mignon, c'est vraiment bien. Ça donne le sourire. Maintenant, une autre surprise, parce que je sais que vous aimez ça. Lorsque le fils reprend les célèbres tubes du père, le public est alors totalement conquis. Joe Dassin était vraiment une légende. C'est une chance pour nous de voir que la légende continue. Fin du concert. Malgré une salle à moitié vide, le chanteur a réussi à donner le sourire à l'Assemblée. Merci beaucoup. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. C'est la première fois que ça m'arrive. Jonathan rentrera en France avec son équipe dès le lendemain matin. Mais les voyages ne s'arrêtent pas là. Il repart dans la foulée en Belgique pour promouvoir son album. Aujourd'hui, c'est à Liège, dans une radio locale, qu'il a rendez-vous. Même s'il a chanté des tubes de son père au Kazakhstan, sa démarche n'est pas de faire jouer son statut de fils d'eux pour percer. C'est pour cette raison qu'il a préféré se démarquer en composant sa propre musique. Je ne souhaitais pas me servir de la notoriété de mon père pour y arriver. Il se trouve que je suis juste le fils de mon père et que ça en soi, c'est quelque chose qui fait parfois une différence. D'autant plus que je n'ai pas changé de nom. J'ai décidé de m'appeler Jonathan Dassin. Maintenant, ce qui était important pour moi, c'était de ne pas me faire connaître en chantant les chansons de mon père. Pour moi, ça fait une grande différence. Et j'ai tenu mon pari en faisant un album de chansons originales. Et je pense que je fais honneur à ma famille, je fais honneur à mon père en essayant justement de faire cette chose personnelle, faire son travail personnel. Jonathan est fier de son nom et est bien déterminé à l'honorer. Arrivé à Liège, il est attendu par Don, son agent. Jonathan, welcome au petit Paris. Don est mon agent, manager, et on se connaît là depuis quelques mois maintenant. Ça pulse un peu depuis que je t'ai rencontré. Hein. On va beaucoup en Asie centrale, là, me voilà en Belgique. Hein. Ça a été assez vite et on a... Ascension, comment dire, exponentielle. Voilà. Depuis que le chanteur a rencontré Don, les choses ont bougé. Après des concerts en Asie centrale, il fait le tour des radios locales belges avant de faire sa promotion en France. Je crois que Jonathan a vraiment un énorme potentiel et un énorme talent qui lui est vraiment propre. Je reste convaincu qu'il a sa place. Après, ça va être plus un travail de management qu'autre. Je pense que l'artiste a déjà ce qu'il faut pour le faire découvrir, en tout cas. C'est mon avis. J'espère que c'est l'avis du public. Ce sera l'avis du public. Depuis la sortie de son album en novembre 2013, Jonathan a vendu 2000 exemplaires. C'est quoi? C'est des CD, tu vois. C'est des définitifs et là, c'est les CD promo. On prend parce qu'il y a des infos derrière. Pour faire décoller les ventes, il compte multiplier sa promotion et séduire le plus grand nombre. L'émission d'Eric Cooper est une émission hebdomadaire culturelle, diffusée sur une radio catholique locale et qui rassemble 200 000 auditeurs par semaine. Merci bien. Et Jonathan se prête volontiers au jeu des questions-réponses. Jonathan Dassin, bonjour. Bonjour. Votre album est sorti en novembre 2013. Est-ce que vous avez quand même rencontré un certain succès auprès de médias, qu'ils soient nationaux, régionaux, ou français ou belges d'ailleurs? Tous les médias qui m'ont accueilli ont eu un accueil positif, au moins positif. Je n'ai pas encore rencontré de médias ou lu un papier qui disait que mon album n'était pas bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de dictature, peut-être des grosses maisons de disques qui imposent dans certaines radios, je veux dire, des chansons de certains chanteurs, et que vous, vous arrivez là avec votre maison de production que vous avez vous-même créée, et c'est un peu le David contre le Goliath? C'est pas le chemin le plus facile, effectivement. Comme j'ai pas été vraiment pris dans ces maisons de disques ou dans ce gros système,
personne ne peut m'en faire sortir non plus. Ok, c'est impeccable, voilà. Merci. Merci à vous. Merci. On va... Pour le journaliste, ce n'est pas par hasard s'il a craqué sur la musique de Jonathan. C'est vrai que, je ne sais pas s'il va aimer, mais j'aime bien Jodassin parce que c'est un peu de mon époque. Et il y a une certaine ressemblance tout en étant différent. Je vous dis, la voix, c'est vraiment, les gens le disent, même Brigitte, il y a une voix qui ressemble, il y a un style qui est assez similaire tout en étant différent. Et on accroche ou on n'accroche pas. Je veux dire, c'est parfois difficile d'expliquer, mais quand j'aime un artiste, je me dis, je veux le faire connaître aussi aux gens qui écoutent, quoi. Donc, il sera dans mes différentes émissions que je fais ici, et je demanderai aux gens de la radio de le passer aussi. Merci à toi. Merci. Cette radio est la première qu'il fait en Belgique. Pour Jonathan, ce n'est que le début d'une stratégie de communication pour faire connaître son album. On doit se battre sur plusieurs fronts différents. Alors effectivement, il y a la promotion qui pour moi n'est pas terminée et qui doit encore commencer dans des pays comme ici en Belgique ou au Luxembourg ou en Suisse. En ce moment, on est en train de faire des concerts en Asie centrale, au Kazakhstan, au Kyrgyzstan. Là, ça marche, ma foi, assez bien. On l'a vu en Asie 2-3 fois en concert. Je l'ai vu personnellement, il a vraiment ce qu'il faut, les épaules pour aller chanter devant des centaines, voire des milliers de personnes. Vraiment, sérieusement. Ah bah, en tout cas, moi, c'est ce qui me plaît dans ce métier-là. Avant tout, c'est partager avec les gens et effectivement, voilà, c'est vraiment mon point fort, quoi, la scène. C'est ça. Il prend une place quand il est sur scène, il prend une place que pas beaucoup d'autres chanteurs prennent. Je pense qu'il faut juste un petit temps là pour qu'il démarre et après, je ne sais pas si on va pouvoir le retenir après, c'est ça le problème. En attendant la programmation de prochains concerts, Jonathan va travailler sur son deuxième album, qu'il produira encore une fois seul. Un investissement coûteux que le chanteur peut se permettre car il a hérité de la fortune de son père. Je vis, merci papa, grâce à l'argent qu'il nous a laissé. Maintenant, c'est pas une manne intarissable et effectivement, j'ai joué ça avec cet album. J'en suis très fier. Je pense que je pense qu'il aurait été d'accord avec ça, que je mette ça en danger pour pouvoir faire mon propre métier. J'imagine que c'est la meilleure chose que je puisse faire avec cet argent. Cet investissement, Jonathan espère le rentabiliser un jour et connaître le succès pour poursuivre la lignée de la famille Dassin. Cet après-midi, Ludovic et Sylvie vont faire une séance photo pour un créateur de mode. Comme souvent, leur appartement sert de décor et se transforme en studio le temps du shooting. Comment tu vas, ma belle? Ça va, ça va? Bien, et toi? Super. Oui. Depuis peu, Ludovic s'est aussi lancé dans une autre aventure, le mannequinat. La plupart du temps, il prend la pause avec Sylvie. Alors les filles, nickel? Nickel. Cool. Nickel, ça prend forme. Il faut, hein. Bah ouais. Tu me mettras un petit peu tu me feras une petite coupe pour moi aussi. Ouais. C'est Sylvie qui m'impose quand même, parce que bon, moi le mannequinat, bon, c'est pas trop mon truc. Donc je fais du mieux que je peux, hein. Mais apparemment je me débrouille pas mal. Donc voilà, mais c'est un plaisir d'être avec Sylvie sur les photos. Ouais. Voilà. Ça c'est sûr. En même temps, il dit ça, mais il préfère que ce soit lui qui soit dans mes bras plutôt qu'un autre mannequin. Bah, ça me paraît logique. Non, mais c'est logique. Non, mais ça me paraît logique. Hein. Voilà, au moins, je l'ai sous la main et puis voilà. Alors, attends, où est-ce que vous allez pouvoir vous mettre? Comment tu veux? Alors, ce qu'on peut faire... Eva, la photographe, est une amie de longue date et travaille régulièrement avec le couple. Je veux vraiment que tu aies un look garçon. Tu vois, toi, tu l'as fait un peu à la garçonne. D'accord. Hein Julie Jim, enfin voilà. Ouais, super. Très bien. Ouais, voilà. Alors ça, c'est magnifique. Parfait. Comme on est un couple, un vrai couple, c'est plus facile entre nous, tu vois, il y a des jeux de regard, c'est exactement ce qu'elle doit faire pour me mettre à l'aise et tout, même si c'est pas mon métier. Après, ça roule tout seul. T'es un vrai petit mannequin, vraiment. C'est bon, allez, on se change. Ludo? Oui, ma chérie. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que pour l'ensemble blanc de Steven, ouais.
La combinaison blanche de Sylvie. Même si Ludovic débute dans le métier, il a déjà les réflexes de professionnel. Ton beau costume noir. Moi, j'ai pas eu de mal à faire des photos avec lui. Et sur mes photos, il rend plutôt bien. Il a le physique pour. Il a surtout le charisme. Et puis, on dit toujours que la beauté, c'est dans les yeux de celui qui regarde. Donc voilà, moi je les trouve beaux. Elle parle bien, hein. Ouais. Elle parle comme un livre, Eva. Ça fait plaisir. Mais c'est notre deuxième maman, enfin moi je l'appelle ma deuxième maman, Eva. Hein. Elle sait qu'elle est chère à mon cœur. Bon, on s'appelle pratiquement tout le temps. On est vraiment tout le temps ensemble, très proches. Ouais. Voilà. Lorsqu'ils sont à Paris, le couple a un emploi du temps chargé et cumule travail et sorties nocturnes. Il est 23h, Ludovic et Sylvie partent rejoindre leurs amis en club. Souvent invités à des vernissages, cocktails ou soirées événements, le couple fait partie du monde des people et se retrouve régulièrement dans la presse, avec ou sans leur accord. Mais pour Ludovic, ce n'est pas une nouveauté. Bon, moi je suis people, voilà, les gens me connaissent. Sylvie est connue dans le milieu de la mode, donc bon, c'est vrai que ça fait un petit côté couple à la mode. Donc bon, forcément on nous prend en photo. Maintenant, si tu veux, il y a plein de fois où moi je demande pas d'être en photo, où c'est de dire non et tout. On refuse beaucoup. Les photos peuvent être très sympas, mais les articles sont souvent carrément transformés ou ridicules. On nous a mariés par exemple, et il paraît que nous sommes partis en lune de miel à Los Angeles ou à Las Vegas, je ne sais plus où. Nous étions à Perpignan ce jour-là. Sylvie, elle découvre un peu ça. Moi, c'est des trucs où je suis habitué depuis petit, je suis dans la presse, donc... Si tu veux maintenant... Ça te gêne, t'aimes pas non plus. Être dans la presse, non, j'aime pas ça spécialement, mais je suis tellement habitué... Non, c'est les conneries qui disent que tu n'aimes pas. Que je suis blasé. Hello, le plus beau, mais le plus beau. Comment vas-tu? On n'arrête pas de vanter tes mérites dans la voiture. Mais mon Renaud d'amour. Magnifique, toujours en beauté. Ce soir-là, Ludovic et Sylvie vont profiter de la soirée avec insouciance. Pourtant, le lendemain matin, dans ce restaurant mythique, la nostalgie va les rattraper. Alors tu vas me faire un petit plaisir. Eh ben ouais, voilà, on va tenter le coup. Hein. Ce lieu, ils y vont surtout pour son piano. L'occasion pour Ludovic de répéter des morceaux de son album de manière informelle. Mission si délicate qu'il ne faut pas trembler. Sans aucun contact, comme un fauve égaré. Cette chanson, il l'a écrite il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il était encore en bons termes avec sa mère. Je regarde sa photo d'un regard attendri. 2 ans qu'il n'a plus de contact avec Sheila, depuis qu'ils règlent leur compte devant les tribunaux. Une rupture devenue insoutenable pour Ludovic. D'autant plus que Sheila a publié il y a quelques mois une autobiographie Vérité. Elle donne sa version des faits sur leur relation, une réponse aux accusations de son fils. Même si je ne parle pas à ma maman en ce moment, c'est un secret pour personne. Voilà, elle a fait un livre, je ne vais pas le commenter parce qu'on ne va pas se renvoyer la balle, sinon c'est quand même un match de tennis contre un mur. Elle avait des choses à dire, moi j'avais des choses à dire, c'était des choses intimes, j'aurais peut-être dû le garder secret. Bon, après j'ai décidé de faire autrement. Ça ne regardait absolument personne. Bon, voilà, j'ai payé cher mon erreur. Aujourd'hui, je ne parle plus à ma mère. Bon, voilà. C'est triste, tu vois. Moi, j'aimerais qu'elle soit là et qu'elle puisse bénéficier de son encouragement, de son bonheur, de plein de choses. Je trouve ça dommage, si tu veux, de perdre du temps. On en a déjà perdu tellement que là, on arrive à un moment où on n'a plus de temps à perdre. Tu vois, elle arrive vers 70 ans. Moi, comme je te dis, j'arrive vers 40. Combien de temps on va attendre? Attendre quoi, 75, 80, on va attendre 45, 50? Tout le monde a fait des erreurs. Voilà, on est à 50% responsable. Mais bon, voilà. Est-ce qu'il ne serait pas temps de pardonner et passer à autre chose? Depuis notre tournage, nous avons pris des nouvelles de nos 4 enfants de stars. Maxime Lecomte s'est blessé au genou. Il n'a pas pu participer à sa compétition de CrossFit. Fanny Leb continue d'enchaîner les concerts. Jonathan Dassin est reparti en tournée en Asie de l'Est. Quant à Ludovic Chancel, il n'a toujours pas renoué le contact avec sa mère.